refuse de désavouer. Il est donc logique que Condé se rapproche peu à peu des frondeurs, dont les chefs ne sont autres que son frère et sa sœur. Le 15 janvier 1650, à l'occasion d'un conseil royal, Condé, son frère, le prince de Conti et le duc de Longueville, soit le beau-frère de Condé, sont arrêtés sur ordre de la régente Anne d'Autriche. Oui, c'est résolu, c'est résolu encore à la confrontation. Les conséquences vont en être catastrophiques. L'arrestation des princes va en effet provoquer la révolte de leur clientèle en province. La duchesse de Longueville déstabilise la Normandie. Turenne agite le nord de la France avec le soutien de l'Espagne. L'ouest est soumis à l'influence des ducs de Bouillon et du prince de Marsillac. Bordeaux se révolte. L'aggravation de la situation militaire et fiscale du royaume pousse Mazarin à une énième paix de compromis pour négocier avec les rebelles. Le cardinal a cette fois recouru au service de Gaston d'Orléans, l'oncle du roi. Grave erreur. Eh oui, les Orléans déjà, fallait faire attention, mais bon, à l'époque, ils ne voyaient pas de loin poindre la révolution. Enfin, en effet, Gaston d'Orléans, toujours aussi peu inspiré en matière politique, nourrit une certaine sympathie pour les frondeurs. Il va donc progressivement se rallier à leur thèse et le 2 février 1651 se proclame ouvertement contre Mazarin. Ultime revanche sur l'héritier de Richelieu, Gaston est alors soutenu par le Parlement de Paris, évidemment, et par les clientèles des grands. Mazarin, depuis longtemps l'objet d'une campagne de diffamation sans précédent, les fameuses mazarinades, ne voit son salut que dans la fuite et se réfugie en Allemagne. La régente et le jeune roi deviennent les otages des frondeurs. Dans la nuit du 9 février 1651, le palais royal est investi par les rebelles. Les derniers ont cru, à juste titre, qu'Anne d'Autriche allait elle aussi fuir. Afin d'éviter une émeute, la reine va être contrainte de laisser le peuple défiler dans la chambre du jeune Louis XIV, qui feinte de dormir. Nuit tragique et humiliante qui marquera à tout jamais le roi Soleil. 1651 devrait pourtant être une année glorieuse pour ce jeune roi, au physique avenant et de belle prestance. En effet, c'est à 13 ans que, selon la coutume, les rois de France deviennent majeurs. Mais quand par ce radieux 7 septembre, il prend officiellement la tête du royaume, il est encore loin de pouvoir régner. Le pays est dans les faits dirigé par le couple Anne d'Autriche et Mazarin, via une correspondance soutenue et passionnée, mais l'agitation règne. Les princes qui se déchirent entre eux se sont aussi brouillés avec les parlementaires, et la perspective d'une réunion des États généraux trouble encore un peu plus la situation. Condé, qui en a finalement assez d'attendre son heure, se résout à passer un accord avec l'Espagne pour financer sa prise de pouvoir. Au début de l'automne 1651, on a donc un royaume divisé entre un camp royal d'Anne d'Autriche, Louis XIV et Mazarin, bientôt revenu d'exil, un camp parlementaire avec à sa tête Gaston d'Orléans et celui de Condé. La guerre civile, qui n'a jamais totalement cessé, reprend de plus belle. Les troupes royales, qui peuvent désormais compter sur les services de Turenne, définitivement fâchées avec ses rivaux de la famille Condé, se livrent à un duel féroce avec l'armée condéenne et ravagent l'île de France. Au final, à court d'options, Condé, aidé par la fille de Gaston d'Orléans, la duchesse de Montpensier, parvient à trouver refuge à Paris. Décidant de régler ses comptes avec les parlementaires,
il fait régner la terreur dans la ville. Par cette politique, il perd tout soutien de la part des notables et finit par être contraint de fuir la France pour Bruxelles, où il se mettra dorénavant au service de l'Espagne. Les leçons de la Fronde pour Louis XIV. Le 21 octobre, oui, parce que Louis XIV saura tirer les leçons, bien sûr. Le 21 octobre 1652, Louis XIV s'en revient à Paris, la capitale qu'il avait quittée 13 mois plus tôt, lui réserve un accueil triomphal. Paris l'insolente, Paris la rebelle, Paris la frondeuse, s'est finalement écœuré de sa propre révolte et se jette aux pieds du vainqueur. Tout comme le reste du royaume, elle n'aspire plus qu'à la restauration de l'ordre et à la paix. La Fronde, cette folle guerre civile, n'aura donc servi à rien. Mais quel désastre pour le royaume de France! Ruine des finances publiques, famine, dévastation en tout genre. La population française est passée de 20 à 18 millions d'habitants. Ah oui. Le jeune roi qui a connu la peur, la fuite et l'humiliation est parfaitement conscient de la gravité de la situation. Une telle expérience ne pouvait que renforcer son horreur de l'insubordination et sa soif d'un pouvoir unifié absolu, de cette révolte des corps sociaux, de cette agitation frénétique et chaotique des princes, de ce triomphe de la cupidité et de la veulerie. Louis XIV a tiré une formidable leçon de choses. Il sera un roi d'ordre ou ne sera pas. Voilà le jeune roi Louis XIV. Le retour triomphal de Louis XIV dans sa capitale en 1652 ne doit cependant pas faire oublier le fait que la politique du pays reste pour une bonne part celle pensée par le Mazarin. Oui. Entre 1653 et 1660, ce dernier va s'attacher de concert avec le roi et sa mère à étouffer peu à peu les ferments de contestation du pouvoir royal qui pouvaient encore subsister. Néanmoins, là où Richelieu aurait usé de la manière forte, son successeur préfère faire usage de manœuvres tortueuses. Ainsi, le cardinal italien, enfin connaisseur des relations publiques, utilise à merveille le talent de Louis pour la représentation. Le roi, dont la prestance impressionne, est fréquemment montré au peuple, aux armées, aux ambassadeurs, le tout selon un plan savamment pensé. Louis, dont on connaît le caractère autoritaire, comprend qu'en politique, il est encore l'élève de son prestigieux ministre et s'adonne de bonne grâce à cette campagne de communication pour verser dans l'anachronisme réglé à grands coups de balai et d'entrée triomphale. Oui, moi j'aime pas trop cette définition de politique tordue de Mazarin. Bon, c'est une façon subtile de retourner la situation grave à une situation plus apaisée. Et je crois qu'on pouvait dire que Mazarin a apaisé les révoltes beaucoup plus par ce qu'ils appellent les coups tordus, alors qu'il ne s'agit pas de coups tordus, mais bon. Enfin bon, le triomphe de Mazarin. Parallèlement à cette entreprise de séduction, Mazarin tend à renforcer l'emprise de la monarchie sur les provinces. Ainsi, il généralise le système des intendances et soumet à un contrôle plus strict les titulaires d'office en province. C'est aussi durant ces années que le cardinal ministre renforce sa propre clientèle, affaiblissant par là même celle des grands. Ah ben ça... outre cette affirmation de l'autorité centrale face aux provinces, ce qui n'allait pas sans résistance, Mazarin œuvre au redressement de la situation fiscale du royaume, mise à mal par la Fronde. Force est de constater que cela va de pair avec une politique d'enrichissement personnel sans précédent en Europe. En ces temps, on ne distingue guère la fortune des dirigeants et
et les caisses de l'État, et Mazarin abuse de cette confusion. Toujours à la merci d'une disgrâce, il fait preuve d'une véritable frénésie spéculative, accumulant une immense fortune. Dans cette entreprise, il est admirablement secondé par un intendant, Jean-Baptiste Colbert. Il a promis un brillant avenir, Je rappelle quand même, au temps de Louis XIV et de Mazarin, quand même, la France a été redressée, malgré les dépenses somptueuses que le roi fera plus tard avec les arts, les ballets, le château de Versailles, puis bon, les monuments, quoi. Mais aujourd'hui, on dilapide tout. Aujourd'hui, en 2025, on fait un parallèle quand même. Aujourd'hui, on dit les pouvoirs, l'État dilapide tout, enfin l'État, les dirigeants de l'État dilapident tout, mais n'enrichissent pas la France. Je le rappelle. Bien au contraire, la France diminue, non pas seulement par les agences de notation, mais même tout simplement, il suffit de partir à l'étranger pour se rendre compte que la France, son statut commercial diminue, son statut diplomatique diminue vis-à-vis de presque tous les pays, hein, à commencer par les pays d'Afrique où nous étions encore assez proches après la décolonisation. Et tandis que l'État sous Louis XIV s'enrichit. Alors les dirigeants s'enrichissent, Mazarin s'enrichit. Oui, et alors? Eh bien on peut dire que les dirigeants français s'enrichissent aussi, non? Pourquoi ne pas le dire? Et par contre, si le cardinal Richelieu s'enrichissait à l'époque, la France se redressait quand même. Elle se redressait. Bon, je poursuis, hein, je ferai un commentaire à la fin. Dernier défi auquel Mazarin se confronte, celui du jansénisme. Bon, là, c'est des guerres de religion. Doctrine religieuse interrogeant profondément les relations entre la grâce divine et la liberté humaine. Sans rentrer plus avant dans les détails théologiques, on peut préciser que le jansénisme connaît un grand succès en France, notamment au sein de diverses communautés monastiques, dont la fameuse abbaye de Pont-Royal. Les jansénistes, par leur attachement à la liberté de conscience et leur morale exigeante, mettent insidieusement en cause l'obéissance au pouvoir établi. Pour cette raison, ils doivent faire face tant à l'hostilité du pape que de la monarchie, ce qui leur vaudra de nombreux soutiens au sein de cercles à la fois gallicans et opposés à la monarchie absolue. Oui. Janssen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, ça c'est Colbert. Voilà, je vous montre Colbert. C'est durant ces années où Mazarin tente de s'imposer face aux éléments sociaux, parlement, titulaires provinciaux d'office, cercles jansénistes qui freinent la marche de l'absolutisme royal que Louis XIV apprend réellement le métier de roi. Ce jeune homme n'est pas d'une grande vivacité intellectuelle. Il fait plutôt preuve d'un esprit lent et méthodique qui s'explique notamment par son goût de la dissimulation. Louis reste le roi des coups de théâtre, ce qui vaut à son entourage de guetter anxieusement la moindre de ses réactions. Sphinx énigmatique dont la réponse favorite est « je verrai ». Il parle peu et agit souvent de manière pragmatique. C'est ce qu'on demande à un chef d'État, généralement, chers amis, non? Néanmoins, on lui connaît des emportements émotifs et une constante envie de plaire. Au final, grand timide, comme son père, il se complaît dans un rôle de monarque impassible, parfois assez éloigné de sa personnalité privée. Question qui nous amène naturellement à celle de ses amours. Louis est en permanence confronté à la tentation de par les caractéristiques de la société de cour et y cède parfois. Son premier grand émoi restera Marie Mancini, une nièce de Mazarin dont il fait la connaissance en 1658. La jeune Italienne est une personnalité fascinante, cultivée et dotée d'un esprit vif. Passionnée d'art et de musique, elle aura une nette influence sur Louis dans ces domaines.
le mariage avec Marie-Thérèse, infante d'Espagne, donc la passion qui unit Marie Mancini et Louis contrarie cependant la politique européenne de Mazarin et d'Anne d'Autriche. N'oublions pas qu'alors la guerre contre l'Espagne continue et qu'il est grand temps d'y mettre fin, avec la brillante victoire de Turenne à la bataille des Dames, 14 juin 1658, sur l'armée espagnole de Condé. Les Flandres sont à la merci des troupes françaises, mais voilà, une fois de plus, l'argent manque et la rivalité avec l'Angleterre et les provinces unies Pays-Bas pointent déjà. La paix franco-espagnole, selon l'usage du temps, passe par un mariage dynastique entre Louis et l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Bon, je vais voir un peu où j'en suis là, parce que là, oh là là, je suis très bas, très bas, très bas, très bas. Je vais devoir m'arrêter, les amis. Alors que les... J'en ai beaucoup, hein. Ouais, bon, on va faire la vidéo en deux temps. Alors que les négociations de paix se poursuivent à Madrid, à Paris, Louis vit pleinement son édit avec Marie, qui fait dès lors preuve d'une ambition démesurée. L'Italienne se verrait bien reine, et entre son amour pour elle et les nécessités du temps, Louis hésite, cédant souvent aux caprices de sa bien-aimée. La raison et la pression de Mazarin et d'Anne d'Autriche finiront par l'emporter et le roi accepte d'épouser Marie-Thérèse. Ce mariage et le fameux traité des Pyrénées qui l'accompagne constituent, à ne pas en douter, le triomphe de Mazarin. La France en sort renforcée et y gagne le Roussillon, une partie de la Cerdagne et de l'Artois, ainsi que diverses places fortes et des concessions de la part du duc de Lorraine, dont le contrôle des États est d'une valeur stratégique pour le maintien de la présence française en Alsace. Il ne faut cependant pas en conclure que cette paix devrait être durable. Le mariage de Marie-Thérèse s'accompagne du versement d'une dot de 500 000 écus d'or que l'Espagne n'a pas les moyens de payer. Il y a là un casus belli en devenir. Quoi qu'il en soit, en ce mois d'août 1660, Paris accueille les époux royaux à l'occasion d'un triomphe qui marque la popularité de Louis et l'affermissement de l'autorité royale. On ne peut pas dire que le roi se soit entiché de sa femme, mais cette dernière est d'une fidélité sans faille et très éprise de son mari. Louis XIV a vécu douloureusement sa séparation avec Marie Mancini, mais il en tire néanmoins une leçon politique essentielle. Un roi ne saurait faire passer ses sentiments avant la raison d'État. On ne le reprendra plus à se montrer soumis aux caprices d'une femme, aussi fascinante soit-elle. Ben bravo, c'est quand même un homme qui avait le sens de l'État. Ça, chers amis, on ne peut pas en douter. C'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup à dire par rapport à nos gens qui aujourd'hui... Ouais, bon, je ne vais pas faire de parallèle parce qu'on va encore me dire, mais Raymond, de quoi tu te mêles? Laisse les dirigeants républicains faire la propre chute du pays. Et c'est vrai que... Excusez-moi, je fais une petite manœuvre parce que là, je ne vais pas pouvoir... Voilà. Excusez-moi, quelques secondes. Voilà, j'espère que ça va. Alors, les débuts du règne de Louis XIV. Ah, mais ça ne charge pas. Ah bon. Bon. Alors, les débuts du règne de Louis XIV, est-ce que je continue ou pas? Oui, je vais continuer un peu. Le 9 mai 1661, le cardinal Mazarin, au sommet de sa puissance, meurt des suites d'une longue maladie. L'opinion ne pleure pas celui qui, dans ces derniers mois, se sera montré plus despotique et corrompu que jamais, et ce, malgré les immenses services qu'il aura rendus au royaume. Oui, comme quoi que les gens oublient vite, hein. Enfin bon. Après la mort de Mazarin, Louis XIV devient roi pleinement. Beaucoup voulurent y voir le début de son règne personnel. Il est juste
il est juste que le roi innove en supprimant le poste de Premier ministre, c'est même sa première décision, et en assurant officiellement la conduite des affaires, ce à la surprise générale. Néanmoins, il est encore relativement inexpérimenté et doit affirmer son autorité. Pour ce faire, Pour ce faire, il est lui nécessaire de marquer symboliquement son début de règne par une rupture avec l'ère Mazarin. Et comme souvent, cette rupture réclame une victime. Ce sera Nicolas Fouquet. Ah, le pauvre. Enfin, le pauvre, je ne sais pas si... À 46 ans, donc, se rejetant d'une prestigieuse famille de robes, qui s'invente même un ancêtre roi d'Écosse, était un homme incontournable dans le système politique français. Agent zélé de la monarchie durant la Fronde, il est alors procureur général du Parlement. Il est devenu en 1653 le surintendant des finances de Mazarin. Il fut donc l'un des acteurs ressentis de politique fiscale et financière française entre 1653 et 1661, bien introduit auprès des milieux, des spéculateurs et des courtiers, il parviendra à assurer la survie financière du royaume, un tour de force au prix de manœuvres souvent douteuses. Ouais, déjà presque une heure. Hein. Oh là là. Tout comme Mazarin, il ne néglige pas de profiter de son statut pour s'enrichir et verse rapidement dans la corruption qui soulignons-le, est généralisée à l'époque. Esprit brillant, Fouquet est un mécène cultivé qui n'hésite pas à parrainer les plus grands artistes, Scarron, Molière, La Fontaine, Le Vau, Le Brun et Le Nôtre, le fameux jardinier Le Nôtre du château de Versailles, pour les plus connus, et surtout à afficher sa réussite, une réussite tout aussi insolente que son magnifique château de Vaux-le-Vicomte, une réussite qui lui vaut bien des jalousies. En effet, Fouquet agace par ses nombreuses conquêtes et son train de vie ostentatoire, qui est aussi une nécessité de sa fonction, et compte bien vite de nombreux ennemis, dont au premier plan Jean-Baptiste Colbert, futur ministre des Finances. On a souvent dressé de l'homme de confiance de Mazarin un portrait aux antipodes de celui de Fouquet, à l'exubérance et à la prodigalité du surintendant. On a supposé la sobriété et la rigueur de cet homme de marbre. Le Nord, comme le surnommait Madame de Sévigné, ce serait pourtant oublier que tout comme son rival Colbert, est un représentant typique du système mis en place par Mazarin. Contrairement à l'image qui voulurent donner de lui les historiens radicaux de la Colbert était un représentant typique du système mis en place par Mazarin, contrairement à l'image que voulurent donner de lui les historiens radicaux de la Troisième République. Oui, ça. Il n'est pas réellement un exemple de probité. Mais Colbert a pour lui de maîtriser mieux que personne les rouages des montages financiers de l'ère Mazarin. Il dispose d'une connaissance très étendue des diverses manœuvres de son rival, qui a eu de grandes maladresses de faire armer plusieurs places fortes par excès de prudence. Enfin, Colbert, en technocrate zélé et fidèle, a su obtenir l'attention et l'estime du roi. La disgrâce de Fouquet et l'ascension de Colbert. Dans son testament, Mazarin avait mis en garde Louis XIV contre le surintendant qui, bien que compétent, lui semblait trop ambitieux. Le roi en prit bonne note et changea Colbert, nommé intendant des finances, de se pencher sur les affaires de Fouquet. Au-delà de la rivalité de personnes, on notera que les deux ministres s'opposaient sur la méthode à employer quant à la conduite des affaires.
D'accord. Colbert, en esprit méthodique, penchait pour une rationalisation du fonctionnement de l'État, ce qui était du goût du roi, inquiète par les expéditions dont Fouquet était coutumier. D'accord. Des investigations de Colbert résulteront une cabale faite de sombres manœuvres politiques et juridiques qui aboutirent à la chute du flamboyant surintendant. Ce dernier est arrêté par le capitaine des mousquetaires d'Artagnan, le 5 septembre 1661, au terme